reçois ce matin Mickaël Desmoulins. Mickaël Desmoulins du Creative Lab de Renault. Alors Mickaël, avant de revenir sur votre parcours, sur ce qu'est ce Creative Lab, je voudrais qu'on revienne sur ce titre que vous avez choisi de donner à la masterclass, qui est juste derrière nous, réinventer la créativité industrielle. Ça veut dire quoi ce titre? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? Donc oui, pourquoi créativité? En fait, c'est la mission qu'on s'est donnée au début quand on a lancé l'initiative du Lab, essayer de booster la créativité de l'entreprise, du groupe, en mettant derrière le terme créativité la capacité à imaginer et à faire de nouvelles choses, qui était quelque chose qu'on percevait finalement, surtout dans un contexte très industriel, comme étant une vraie difficulté, parce qu'on est souvent dans un mode de reproduction, des pensées, des manières de faire, des objets, et assez rarement finalement de prendre le temps de produire de nouvelles choses. Donc voilà, essayer d'insuffler cette manière un peu nouvelle d'être ouvert, d'autoriser l'exploration, donc d'où le terme de créativité. Réinventer, voilà. Donc éviter de reproduire, ça c'est une caractéristique de l'industrie, cette habitude de reproduire, ou c'est à votre sens généralisé? C'est un enjeu, hein, la reproduction dans un contexte industriel où on essaie industrialiser, rendre les choses beaucoup plus applicables, transposables à d'autres environnements, et qu'on puisse les répéter indépendamment des gens. Finalement, c'est un enjeu de l'industrie depuis toujours, et qui a à la fois sa force mais en même temps ce handicap pour pouvoir se réinventer et pour pouvoir aller sur d'autres modèles économiques et faire face aux changements qu'on peut vivre aujourd'hui. Alors, on va parler de ce que vous avez créé au sein de Renault, du constructeur Renault. On connaît tous, on en a tous déjà conduit. Par contre, le Creative Lab, c'est quelque chose pour le grand public qui n'est absolument pas connu. De quoi s'agit-il? En quelques mots, c'est quoi? En quelques mots, ça a démarré il y a bientôt, fin 2012, début 2013. C'est un espace de créativité, un mélange entre un espace de créativité et un espace de fabrication numérique. Donc un espace qui va être un lieu ouvert à tous, pour tout type de projet, où il y a une liberté de ton, une liberté pour adresser n'importe quelle problématique, et la capacité de les mettre en forme derrière. Donc aujourd'hui, c'est plus seulement un lieu, donc c'est un espace d'environ 500 mètres carrés au Technocentre, qui est le principal site d'ingénierie du groupe en région parisienne, à Guyancourt. On a presque 12 000 salariés sur ce site-là, mais c'est également un réseau de lieux. On en a 5, bientôt 7 en France, et on est en train d'en implanter dans tous nos centres d'ingénierie à l'international. Voilà. Physiquement, ça ressemble à quoi? Alors au tout début, le brief, c'était mon appartement de travail. Il y a un petit peu de ça. Donc ça va être un grand espace ouvert avec toute une partie créativité, avec des plans verticaux, des plans horizontaux, des postures un peu atypiques, avec des canapés, des grandes tables type coworking. Donc ça tranche quand même par rapport à l'environnement, on va dire classique, de travail, de développement des ingénieurs. Et puis on a à proximité immédiate tous les moyens de fabrication qu'on va trouver dans un Fab Lab, d'un point de vue traditionnel. Donc vous allez avoir beaucoup de machines à commande numérique, imprimantes 3D, découpes laser, voilà, ce genre de choses, fraiseuses numériques, hein. Et puis également énormément d'outils qui vont être des outils plus traditionnels, voilà, pour pouvoir fraiser, pour pouvoir percer, pour pouvoir assembler, de l'électronique également. Voilà. Et puis on a depuis peu, pour celui du Technocentre également, 2 autres espaces. Un espace qui est plutôt un espace pour faire des workshops, vraiment adapté à des travaux collaboratifs, tous ensemble, et puis dans lequel on fait également des conférences très régulières, on pourra en parler, ça fait partie des activités qu'on mène, et un espace qui est notre bureau, dans lequel on a des bureaux d'accueil en fait, pour pouvoir héberger des projets, que ce soit des projets portés par des salariés, soit des projets qui sont amenés par des partenaires. Donc un espace, on va dire, tout à fait confortable pour travailler, réfléchir, faire un pas de côté. Et qu'est-ce qu'on y fait très concrètement? Vous avez parlé des conférences d'ateliers, mais qu'est-ce que vous y proposez? Alors en termes de programmation, on peut parler comme ça, il y a 5 grandes familles. Il y a une première qui va être apporter de la connaissance structurée. Donc ça va être des conférences, ça va être des débats, ça va être des sélections d'ouvrages et de magazines. Voilà. Donc ça c'est une grande part de l'activité que l'on y fait. Donc vraiment des conférences très régulières qu'on fait généralement le vendredi midi. On va faire soit venir des gens de l'extérieur, soit des salariés venir présenter leurs projets professionnels ou leurs passions personnelles. Ça va être également des petits ateliers comme ça qui sont organisés au fil de l'eau, très tournés vers l'apprentissage.
Donc ça va être des formations actions qu'on organise. Vous avez des exemples? Oui, bah, tous les jeudis matin, il y a typiquement des formations sur les machines à commande numérique, formations pour apprendre à dessiner en 3D. On a le vendredi un truc qui s'appelle le Bidouille Camp, qui est voilà, une activité de formation autour de l'Arduino et des Raspberry Pi, comment est-ce qu'on peut s'en servir, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut détourner ces usages-là pour des applications professionnelles ou pas. Voilà, donc une grande part très tournée vers la formation. Après, on a une activité qui est tout simplement de prêt de l'espace. Donc, on prête l'espace à toutes les structures qui en ont besoin. En libre service. En libre service et également en réservation. C'est-à-dire si vous avez un secteur qui a besoin d'avoir un lieu dédié pour pouvoir travailler pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours sur une problématique, on va leur donner l'espace et on va au besoin les aider à structurer leur atelier et l'aider à l'animer. Voilà. Et les espaces et les machines qui vont avec. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Et après, les 2 dernières activités, ça va être une activité qui va être de l'ordre de l'agence de design interne. On va accompagner des projets, majoritairement des projets professionnels, avec des compétences design qu'on a intégrées dans l'équipe. Et on a à peu près 20% de projets qui sont des projets personnels de salariés, qui peuvent être souvent des projets de création de produits ou de création d'entreprises. Et puis le dernier volet sur lequel on est en train d'avancer, qui est celui de l'intrapreneuriat. Voilà, donc faire des appels à projets internes, ce qu'on a fait là ces 2 dernières années, ouvert à tous les salariés, sur des thématiques précises. Et là, on est en train d'aller vers quelque chose d'un peu plus structuré, avec un capital interne pour pouvoir investir, donner du temps, et que les gens puissent vraiment avoir un temps et un accompagnement pour développer des projets à leur initiative dans l'entreprise. Ça m'amène à cette question sur le qui peut venir. Vous nous disiez, on met à disposition d'entreprises, de partenaires, il y a ces intrapreneurs ou ces salariés, c'est ouvert à tout le monde? Normalement, oui, c'est l'idée. C'est ouvert à tous les salariés pour tout type de projet. Après, tout le monde ne s'autorise pas à venir, mais on essaye aussi d'avoir une ouverture sur l'extérieur, sur l'écosystème environnant. Donc, les entreprises partenaires avec qui on travaille beaucoup. On a énormément d'échanges, par exemple, avec Safran, qui est à 5 minutes de notre site, avec les gens de Nokia, avec les gens d'Orange, avec les gens de BNP Paribas, qui ont aussi des structures similaires aux nôtres. Et on essaye d'organiser des échanges entre nous. On fait venir des étudiants également, et des chercheurs. Le grand public, c'est un peu plus difficile, même si on s'est donné comme opportunité de l'ouvrir le vendredi. Il suffit de nous contacter pour qu'on puisse l'organiser. Mais on a des problèmes de localisation, on a des problèmes de temps disponible. C'est dur de vous trouver, c'est ça? Pardon? De localisation, on ne vous trouve pas? Non, si on nous trouve, mais bon, en termes de transport en commun, c'est assez mal desservi quand même. D'accord. Donc il faudrait réorganiser les lignes de bus pour arriver jusqu'à vous. Ça fait un lieu très ouvert, mise à disposition des services, de l'accompagnement en interne, en externe. En fait, c'est ce que je vous demandais quand on a préparé. On se demande comment une idée comme ça, elle naît dans votre esprit. La genèse de ce projet-là, elle est où? Comment elle s'est faite? C'est une bonne question. Ça remonte à un certain temps en fait. Ça remonte à l'année 2012. À une époque en fait où moi je me suis même personnellement remis en question, j'ai repris mes études et je me suis mis en situation d'entreprendre et de recréer finalement, redesigner mon job dans l'entreprise après avoir repris un cursus en design. Et j'étais confronté à des problématiques assez basiques dans l'entreprise, qui étaient l'agilité, l'ouverture, le fait de réconcilier la capacité à avoir une pensée très conceptuelle, très amont, très intellectuelle, qui est une grande part des ingénieurs qu'on a finalement dans l'entreprise, et puis le fait de faire, tout simplement, de se confronter au réel, de produire. Il y avait une grande séparation entre les deux, il y avait cette volonté finalement de réconcilier les deux. Et ça vous venait d'où, cette envie de rassembler les 2 quartiers de l'Orange, les 2 moitiés? Je pense que c'est quelque chose auquel j'avais été confronté en fait toute ma vie professionnelle, et on m'avait toujours dit non, attends, c'est pas à toi d'aller dans l'atelier, c'est pas à toi d'aller mettre les mains dedans, et ça m'avait toujours choqué finalement comme manière de faire. Aux ingénieurs, la conception, aux ouvriers, la mise en œuvre. Et c'est quelque chose, moi, quand en fait, je suis parti à la recherche des innovateurs dans l'entreprise, des gens qui pensaient comme moi, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui pensaient la même chose que moi et avec qui j'ai pu commencer et initier ce projet sous la forme d'une preuve de concept. Voilà. Donc on a démarré vraiment très modestement en récupérant un local qui était un espace de stockage, qu'on a réaménagé avec de la récupération, avec des objets personnels, sans outils au début, et vraiment plutôt en étant dans une logique d'accompagner des projets internes sous la forme d'ateliers d'innovation. Et au fur et à mesure, on a réussi à avoir de très très bons succès, à trouver comment investir, détourner un peu de budget,
comprendre toutes ces logiques d'investissement pour y mettre du matériel. Et le modèle économique qu'on a mis en place au début, c'est de se dire, bah voilà, tout le temps qu'on consacre, le temps qu'on y consacre pour accompagner des projets professionnels, n'occupe pas 100% de l'activité. Donc autant ouvrir à tous les salariés, pour tout type de projet, le temps, l'excess capacity de ce lieu-là. Et ça a démarré comme ça en fait, l'ouverture interne. Ça interroge sur la manière dont on se structure avec ce type de projet par rapport aux missions que vous confie l'entreprise. Comment est-ce que sur une idée qui est plus une envie personnelle, au départ, on arrive à structurer ce projet pour que ça devienne une mission qui est une part intégrante du travail de l'entreprise? Oui, c'est effectivement. Je pense que c'est lié finalement à un objectif qu'on peut se fixer. On a une vision pour l'entreprise, une mission qu'on se donne, qui est celle de contribuer à l'innovation, de créer le contexte le plus favorable pour que les gens soient en capacité d'innover. Et il y a soit on raisonne en termes de mission, soit on raisonne en termes de moyens finalement. Donc si on raisonne uniquement en termes de moyens, c'est le cercle d'or de Simon Sénèque. Si on raisonne uniquement en termes de moyens, on va se concentrer sur l'existant pour le faire tourner. Mais si on se pose la question de la mission, de pourquoi est-ce qu'on le fait, de comment créer un contexte favorable pour que les gens soient en capacité d'innover, d'ouvrir, d'apprendre, ça peut amener sur plein de solutions qui sont différentes. Et c'est le fait d'aller, je pense, plus sur cette dimension du why, de la mission qu'on doit avoir en étant dans une direction de l'innovation qui nous a permis d'aller sur ce type de solution. Et ça a été entendu par l'entreprise? Oui. Ça n'a pas été simple, ça ne s'est pas fait tout de suite non plus. On a eu un support très très fort de notre responsable direct dès le début, qui nous a laissé faire. Je pense que ça a été nous donner l'opportunité d'avoir l'autonomie, de tester, de faire une première preuve de concept. C'est ce qui nous a quand même donné une grande liberté pour agir. Et puis les résultats venant, on a réussi à y agréger beaucoup de parties prenantes internes. Et puis d'avoir une inauguration du second lieu. Le premier lieu faisait 50 mètres carrés, le second 250, et maintenant on est à 500. Et on a eu vraiment une inauguration très très forte avec un appui de notre directeur de l'ingénierie véhicule. Et avec une mission et un mandat très très clair qui nous a été donné. Donc là aujourd'hui on est vraiment bien identifié dans l'entreprise comme étant un des canaux qui vient en complément du workflow traditionnel de l'entreprise qui pousse l'innovation de manière très standard, dont on aura toujours besoin. Mais on a besoin d'avoir des choses un petit peu plus, on va dire, ouvertes, libres, décalées autour de ça. Et ça a fait énormément de petits dans l'entreprise. Est-ce que c'est le signe que l'innovation est importante pour l'entreprise, pour votre entreprise, pour Renault, et puis peut-être plus généralement pour l'industrie? C'est ça qu'il faut voir derrière la manière dont cette graine a fini par donner effectivement une plante? Je pense que oui, en fait. C'est le signe que l'innovation est de moins en moins la propriété de quelques personnes dans l'entreprise, comme ça pouvait être perçu il y a de nombreuses années, mais que c'est de plus en plus une préoccupation générale dont tout le monde doit faire un petit peu son combat, que ce soit en termes d'état d'esprit, de connaissances, d'acculturation, pour être prêt pour accueillir les nouveautés, les changements de modèle économique, les changements de technologie, les changements d'usage auxquels on est confronté de manière de plus en plus rapide finalement. Donc si on reste dans une entreprise qui est un peu refermée sur elle-même et qui va délivrer toujours le même produit, certes avec qualité, coût, délai, une approche très très classique, on peut se faire, il y a des termes l'ubérisation qu'on a beaucoup utilisés ces dernières années, mais on voit surtout qu'il y a des changements profonds qui arrivent en termes de technologie, d'usage, de modèle économique, de rapports sociaux. Et ça, on se doit, dans une grande entreprise, à avoir cette capacité à toujours regarder finalement ce qui va arriver demain et se préparer à ça, que ce soit auprès de nos utilisateurs ou que ce soit auprès de nos salariés. Parce qu'eux aussi changent finalement dans leur rapport au travail et leur manière de fonctionner. Ça, c'est le principe. On va essayer d'être très, très concret. Au regard de ce que vous avez fait depuis 2012, qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise? Le Creative Lab, il a apporté quoi? Des projets? Alors oui, il y a eu des projets, il y en a accéléré beaucoup de projets. Je pense qu'on a on veut des exemples. Il y a énormément de projets, énormément de maquettage. Le nombre de pièces, le nombre de workshops très amont qu'on a fait, c'est extrêmement conséquent parce qu'on doit être autour de 50 à 60 non, je dis une bêtise, une quarantaine de workshops par an à peu près qu'on organise.
depuis le début. Donc à chaque fois, c'est des sujets de l'innovation, c'est des sujets qui vont concerner des directions métiers qu'on va accélérer, qu'on va accompagner. On a accompagné énormément de réalisation de pièces également. Et puis, on a beaucoup de projets qui ont pu aboutir. Il y en a un notamment dont on a parlé récemment qui, pour nous, est un objet de transformation profonde de l'entreprise qui s'appelle POM, qui est prendre le Twizy en fait et le travailler sous la forme d'une plateforme open source ouverte pour en faire un kit de développement de mobilité qui puisse à la fois servir soit en interne comme un objet à partir duquel on va pouvoir développer d'autres objets de mobilité et faire à la fois de la formation et explorer d'autres usages, soit un objet qu'on puisse donner à un certain nombre de partenaires à l'extérieur, que ce soit des étudiants, que ce soit des partenaires industriels, pour qu'ils puissent développer des objets de mobilité autour. Et ça, c'est un projet qu'on avait à l'esprit depuis très très longtemps et qu'on a pu faire émerger grâce au dispositif d'entrepreneuriat, celui qu'on a lancé l'année passée, qui s'appelle Pitch and POC. Ça, c'est une vraie réussite pour nous parce que ça a impulsé et ça a amené dans l'entreprise la question de l'open hardware et des modèles économiques associés, qui est quelque chose de très perturbant et de difficile à saisir pour une entreprise un peu traditionnelle. Et ça a vraiment amené un changement culturel profond. Ça, c'est une grosse réussite. C'est un enjeu peut-être quand on cherchait sur ce qui concrètement dans ce type d'expérience fait changer les entreprises. C'est un autre regard sur l'open innovation. Vous pensez que Renault, et peut-être plus large, ces entreprises sont en train de bouger sur l'open innovation? Ah oui. Là, moi, depuis 5 ans, c'est sidérant les avancées qu'on a pu faire et à quel point on a de plus en plus d'acteurs qui sont dans l'entreprise, sensibles, formés, qui comprennent ces sujets-là et qui essayent de pousser des projets qui vont dans ce sens-là. Donc là, on est à un moment où on a vraiment une multitude d'acteurs, énormément d'acteurs, alors qu'on pouvait se sentir seul à une époque. Aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose de presque dominant dans l'entreprise par rapport au modèle traditionnel. Pourtant, on sait qu'il y a une grande sensibilité dans l'industrie aux questions de concurrence, de technologie, d'avancée technologique des unes et des autres. Qu'est-ce qui change vraiment? Est-ce que la mentalité est en train de complètement se renverser? Non, je pense pas. C'est pas incompatible. Je pense en fait qu'on a toujours fait de l'open innovation. L'industrie automobile, c'est une de ces industries qui a travaillé dès le début avec des centres de recherche, avec des fournisseurs experts. Et c'est une évolution en fait des stratégies d'open innovation. Aujourd'hui, on est vraiment sur des approches d'écosystème et moins de relations de partenariat extrêmement formelles. En tout cas pour amorcer les choses. Donc on est beaucoup plus aujourd'hui dans des discussions, dans des rapprochements, dans essayer de trouver des synergies, partager des ressources. Et après, on est quand même malgré tout dans des approches qui vont être structurées juridiquement pour pouvoir avancer proprement. Mais il y a vraiment cette envie en tout cas, et c'est plus un changement d'état d'esprit, je pense, qu'autre chose. C'est vraiment une histoire de mindset. Et aujourd'hui, effectivement, on arrive à combiner à la fois des contraintes qui sont celles de la confidentialité classique et puis ces phases d'open innovation, ce qu'on n'arrivait pas à faire il y a une dizaine d'années. Oui, après on a tous les outils pour le faire, mais je pense vraiment que c'est une histoire de mindset, d'état d'esprit, plus qu'autre chose. L'une des questions qu'on se pose quand on voit comment, au sein d'une entreprise, le Creative Lab peut semer des germes de changement, l'une des questions que je me pose moi, c'est celle de la passion. C'est notre thème cette année à 360 possibles. Est-ce que ce que vous avez mis en place, le Creative Lab, ça aurait été possible sans passion et d'abord sans la vôtre, à vous, Mickaël? Je pense pas, parce que vu l'énergie qu'il faut, pour 2 raisons. L'énergie qu'il faut pour pouvoir le lancer, parce que d'une certaine façon, l'intrapreneuriat, c'est une aventure intrapreneuriale. On m'a jamais demandé de le faire, j'avais pas de budget, pas de temps dédié, j'ai pas demandé l'autorisation pour le faire. Donc on est vraiment dans une logique une forme de hack du système pour pouvoir amener quelque chose qui soit bienveillant et vertueux pour l'entreprise. Au début, vous étiez tout seul d'ailleurs. J'étais avec un collègue qui s'appelle Lomi Kenger, avec qui on a fait ça tous les deux. J'aurais pas pu le faire tout seul. On était tous les deux ensemble. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas une mission donnée par l'entreprise. Non, on n'avait pas de mission donnée par l'entreprise pour le faire. Dans votre coin. Tout à fait. Donc ça ne peut fonctionner que si on y croit, que si on est passionné, que si on est intimement convaincu que c'est ce qu'il faut faire pour changer l'entreprise et l'amener vers quelque chose qui soit l'état dans lequel elle doit être, dans l'état d'esprit dans lequel elle doit être. Et c'est à double titre également parce que c'est ce qui permet que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vous-même passionné, comment finalement transmettre cette passion, attirer les gens et les fédérer autour du projet. Ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est justement parce qu'on était passionné par ça, passionné par cette envie et qu'on incarnait cette passion finalement dans ce qu'on faisait et que les gens étaient attirés et avaient envie de faire partie de cette aventure-là. Ce qui nous a permis de fédérer plein de gens et de faire en sorte, et c'est ce qui continue de fonctionner.
C'est-à-dire que l'essaimage des Creative Labs dans l'entreprise, on l'a fait comme ça. On a repéré des gens qui sont sur d'autres sites, qui sont passionnés, qui ont envie de nous aider, qui ont envie de faire la même chose à leur façon, sur leur site local, et on s'appuie sur cette passion-là pour pouvoir mettre en place d'autres labs. Comment est-ce que vous faites concrètement? Repérer des gens, aller les chercher, leur dire regardez ce qu'on a fait ou comment on fait pour transmettre la passion? C'est pas une tache d'huile, ça se répand pas tout seul. Oui, c'est une bonne question, hein. Mais je dirais qu'il y a un truc, on se reconnaît, je pense, hein. Il y a quelque chose dans l'œil. C'est quelque chose, moi je pense quelque chose d'assez intangible, mais on le ressent en termes d'énergie, en termes de vibration. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quelque chose de relativement intangible. C'est-à-dire quand on a quelqu'un qui en face de soi va vibrer et va vraiment vouloir s'approprier ces sujets-là, et d'un seul coup son niveau d'énergie, la passion, ça donne de l'énergie, hein, et on le repère tout de suite, hein. C'est-à-dire que en termes d'implication, de temps passé, d'importance des enjeux et d'appropriation, on n'est pas du tout sur quelque chose qui va être de l'ordre de l'activité traditionnelle. C'est vraiment quelque chose qui vous nourrit et qui nourrit les gens, et donc on le repère assez facilement, je pense, hein, dans l'autre. Dans les personnes qui vous ont rejoint au fur et à mesure, Ouais. vous avez senti que ça avait un effet sur leur implication, sur le sens qu'ils trouvaient à leur travail? Est-ce que ça a changé leur quotidien de travail? Alors, ce serait peut-être présomptueux de le dire, mais on a beaucoup de verbatim, beaucoup de gens, oui, qui nous disent qu'ils ont vu la lumière, entre guillemets, et que ça leur fait un bien fou. Et donc, on a des gens qui, effectivement, se reboostent et regagnent en confiance, trouvent un endroit dans lequel ils trouvent des gens qui leur ressemblent, un endroit dans lequel ils peuvent avoir un contrôle sur l'environnement et proposer des choses. Et ils reprennent confiance en eux et vraiment ils sont reboostés. On en a pour qui ça va être l'occasion de pouvoir être aidés et trouver un lieu qui leur permette d'aller vers une aventure entrepreneuriale et pas qu'intrapreneuriale. Donc on a pas mal de collaborateurs qui, passés par notre espace, ont monté leur structure et se sont appuyés sur la structure, sur le lab, pour pouvoir travailler leur projet et avancer. Et puis on a de la même manière beaucoup de gens qui sont dans des projets beaucoup plus traditionnels, hein, d'innovation ou autres, et qui d'une certaine façon viennent chercher une forme de coaching auprès des équipes. Conseils, discussions, accompagnement, qui vont aller de choses extrêmement, qui peuvent paraître légères, mais qui sont, je pense, les plus importantes, hein, jusqu'à des choses très concrètes et très hard, ou de la mise en relation avec d'autres entreprises, de l'ouverture sur des technologies, voilà, un peu de tout. Vous avez une chance, c'est que vous avez déjà une histoire assez longue par rapport à d'autres labs qui ont pu se créer. Comment on regarde cette histoire? Vous faites pour entretenir la passion? On sait bien que quand on fonctionne sur l'énergie, sur l'envie, on est toujours confronté à un moment donné à l'usure. Vous faites comment par rapport à ça? Ça, c'est effectivement, c'est une bonne remarque, hein. J'en parlais avant-hier avec un collègue, le lab qu'on a en Corée, par rapport à ça. Alors, je pense, ma conviction par rapport à ça, c'est une espèce d'entropie. Il faut toujours aller un peu de l'avant et aller sur d'autres projets, d'autres ambitions et revisiter de manière permanente la mission qu'on se donne et les objectifs qu'on a. Donc là, de plus en plus, on est en train de sortir de l'ère, entre guillemets, du lab implanté localement qui va soutenir l'innovation et soutenir le bien-être et l'épanouissement et la formation des salariés pour aller vers des plateformes de création de valeur. C'est quoi la différence? C'est-à-dire que là, on essaye d'être vraiment de plus en plus maillé et lié intimement avec les besoins stratégiques de l'entreprise, pas au sens macro, mais vraiment au sens des besoins de toutes nos directions métiers. Donc se dire, ça devient des lieux qui sont des lieux ressources dans lesquels on va pouvoir venir répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise et créer de la valeur différemment. Ça veut dire que l'entreprise va poser une problématique en disant j'ai ce souci-là, je vous le pose et puis faites comme vous voulez avec la créativité qui est la vôtre. Alors, on peut le présenter comme ça, mais essayer de révéler de manière un peu plus évidente les besoins. D'un point de vue stratégique, et que finalement les gens puissent se saisir de ça pour créer de la valeur par-dessus. Les pain points des différentes directions métiers, les problèmes qu'on peut avoir, les sujets sur lesquels on n'arrive pas forcément à avancer. Tout ça, c'est des choses généralement qui sont non dites, non partagées, connues, mais pas forcément rendues visibles au plus grand nombre. Donc on est en train de travailler pour mettre ça visible, et accessible, et que les gens puissent s'en saisir pour proposer de la valeur à partir de ça. Donc faire le lien avec la stratégie de l'entreprise de façon un peu plus forte, c'est l'une des tendances sur les labs. En conclusion, Michael, je voulais vous demander quels sont
les enseignements que vous tirez de cette expérience de quelques années, qu'est-ce qui a été fort, qu'est-ce qui est marquant et qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 5-6 ans, même plus, le temps de le monter, de travail hein. Plus ça va, plus j'ai tendance à penser que c'est juste une question de point de vue en fait. C'est l'humain qui est la clé du fonctionnement de ce type de dispositif et la manière dont on va nous se positionner par rapport aux autres, par rapport à l'entreprise, par rapport au monde. Et finalement, travailler cette dimension de mindset, mais pas seulement des salariés, mais de soi, des salariés, des dirigeants. Je pense que c'est le vrai enjeu. En fait, et qu'on a par moments pas toujours bien fait parce qu'on avait des a priori sur certaines fonctions, des a priori sur certains fonctionnements, et se dire bah voilà peut-être que les RH non, peut-être que le légal non, alors qu'en fait si, c'est des gens en fait si, voilà, oui, et puis c'est des vrais atouts, et c'est des gens avec qui je regrette de ne pas avoir forcément travaillé dès le début de manière intense. Et donc aujourd'hui, moi l'enseignement que j'en tire, c'est vraiment ça, c'est essayer de fonctionner sans aucun a priori sur qui que ce soit, en étant soi-même le plus ouvert possible en termes de posture sur ce que les gens peuvent apporter. Donc être de plus en plus inclusif et partager la vision qu'on a sans peur. Voilà. Donc voilà. Inclusif et ouvert sur l'humain en le mettant au centre. Merci Michael. Merci. Je vais vous demander de l'applaudir.